Imaginez un homme d'affaires à Shanghai qui, un jeudi après-midi, reçoit un message de sa banque lui donnant jusqu'à 15h30 pour clôturer sa position sur l'or, sous peine de liquidation forcée avant la fin du mois. Ce n'est pas une fiction, c'est exactement ce qui vient de se produire en Chine. Et pourtant, presque personne en dehors du pays n'a compris ce que cela signifiait vraiment. La plupart des titres qui circulent en ce moment racontent une histoire simple. Pékin fermerait l'accès à l'or pour les particuliers. Mais cette lecture est trompeuse, et surtout, elle passe à côté de quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose qui touche directement à la façon dont la Chine prépare son système financier pour un monde où le dollar n'est plus une garantie absolue. Voici les faits bruts, ceux qui ont déclenché cette vague d'inquiétude. Plusieurs grandes banques chinoises ferment ou réduisent drastiquement leurs services de trading de métaux précieux destinés aux particuliers, des services directement reliés à la bourse de l'or de Shanghai. ICBC, la plus grande banque chinoise en termes d'actifs, a annoncé qu'après le règlement du 24 juillet, elle cesserait purement et simplement de servir d'intermédiaire pour le trading individuel de métaux précieux. China Guangfa Bank est allé encore plus loin, exigeant de ses clients qu'ils clôturent leur position avant 15h30, heure de Hong Kong, un jeudi précis, faute de quoi leur position serait liquidée de force avant la fin du mois. Et ce ne sont pas des cas isolés. Postal Savings Bank of China et Ping An Bank avaient déjà pris des mesures similaires quelques semaines plus tôt. Un mouvement synchronisé, presque orchestré, de plusieurs des plus grandes institutions financières du pays. Et c'est précisément là que la plupart des analyses s'arrêtent, en concluant hâtivement que Pékin coupe l'accès à l'or pour les citoyens ordinaires. C'est faux. Et comprendre pourquoi c'est faux, c'est comprendre l'un des mouvements financiers les plus importants que la Chine ait entrepris depuis des années. Ce qui est réellement en train de se refermer, ce n'est pas l'accès à l'or lui-même. C'est l'accès à une catégorie très spécifique de produits, ce qu'on appelle dans le jargon financier l'or papier. Les investisseurs chinois peuvent toujours acheter de l'or physique. Ils peuvent toujours utiliser des programmes d'accumulation progressive. Ils peuvent toujours investir dans des fonds cotés qui suivent le prix des métaux précieux. Et dans certains cas, les clients existants peuvent même retirer physiquement leur métal avant une date limite. La pression, elle, vise exclusivement les produits bancaires de détail liés aux contrats au comptant, aux contrats à livraison différée, aux positions avec effet de levier, tous ces instruments spéculatifs indexés sur la bourse de l'or de Shanghai. Autrement dit, des produits où l'investisseur ne possède jamais le métal, où il ne fait que parier sur son prix. Et cette distinction change tout, parce que ce genre d'or papier peut basculer en un instant d'un placement d'épargne à un pur outil de spéculation. Et dès qu'on y ajoute du levier, la moindre variation de prix peut se transformer en catastrophe personnelle pour un petit investisseur. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi ce moment précis? Parce que rien de tout cela n'est arrivé par hasard. Sur les 2 dernières années, le prix de l'or a plus que doublé. Ce genre de hausse spectaculaire attire toujours de l'argent frais, surtout venant des particuliers. Ils regardent un graphique qui monte presque sans interruption, et ils se convainquent que la tendance ne peut plus s'inverser. En janvier, l'or a frôlé les 5600 $ l'once. Puis la dynamique s'est brisée. Le prix est tombé sous les 4000 $, soit une chute de près de 30% depuis le sommet. Il s'est ensuite redressé autour de 4100 $, donc techniquement, il n'y a pas eu d'effondrement total. Mais le choc psychologique, lui, était déjà fait. Et ceux qui étaient entrés tardivement dans le marché, surtout avec du levier, se sont retrouvés du jour au lendemain dans un environnement totalement différent de celui qu'ils croyaient connaître. Et l'or n'était pas seul dans cette tourmente. L'argent métal est devenu extrêmement volatile lui aussi, avec des prix restés plus de 50% en dessous de leur précédent sommet. On ne parle donc pas d'un marché tranquille, avec de petites oscillations quotidiennes. On parle d'un environnement où un trader particulier pouvait se sentir parfaitement à l'aise le matin et se retrouver avec un appel de marge avant la fin de la journée. Les causes de cette instabilité sont assez faciles à retracer. D'abord, la peur de l'inflation a poussé l'or vers le haut. Ensuite, la tension militaire entre les États-Unis et l'Iran a ajouté une couche supplémentaire d'anxiété géopolitique. Puis les anticipations que les taux d'intérêt américains resteraient élevés, voire augmenteraient encore, ont rendu l'or moins attractif, puisqu'il ne génère aucun rendement. Un dollar plus fort a mis une pression supplémentaire sur les matières premières, et la spéculation de détail a fini par se dégonfler brutalement. Et c'est exactement à cet endroit que le levier devient dangereux. Une baisse de 30% est déjà douloureuse pour quelqu'un qui détient simplement de l'or. Mais dans les produits à effet de levier, cette perte peut se multiplier plusieurs fois en quelques heures. La liquidation forcée s'enclenche, et ces ventes forcées en provoquent d'autres, créant une spirale. C'est précisément pour cela que certaines banques ont relevé leurs exigences combinées de marge et de dépôt initial jusqu'à 140%, en cumulant leurs propres exigences avec les frais imposés par la bourse de l'or de Shanghai. À ce niveau, un investisseur peut avoir besoin de déposer plus de garanties
que la valeur réelle de sa position. Ce qui, concrètement, tue tout intérêt de spéculer avec du levier. Et si la volatilité devient assez violente pour toucher même les acteurs professionnels, imaginez à quel point les petits investisseurs particuliers étaient exposés. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière ces mouvements, abonnez-vous et laissez un like. Parce que ce que je vais vous montrer maintenant remonte bien plus loin que cette simple correction récente. Voici le détail que presque tout le monde ignore. Les banques chinoises avaient déjà cessé d'ouvrir de nouveaux comptes individuels liés à la bourse de l'or de Shanghai en 2020. 5 ans avant les événements actuels. Ce virage plus ancien était en partie motivé par la volonté des autorités de rapprocher le marché physique de l'or des acteurs institutionnels, où les risques sont plus faciles à contrôler et où les grandes positions sont détenues par des participants qui comprennent réellement la mécanique de ces instruments complexes. Ce qui se passe aujourd'hui n'est donc pas un événement isolé. C'est l'étape suivante d'un processus enclenché depuis des années. Les banques ne se contentent plus de bloquer l'ouverture de nouveaux comptes de détail, elles commencent maintenant à démanteler ceux qui existent déjà. Et cela signale un mouvement de fond bien plus long, pas une réaction ponctuelle à une correction brutale du prix de l'or. Et cette logique s'appuie sur un précédent douloureux. En 2020, la Chine a connu un incident avec des produits liés au pétrole, quand des investisseurs particuliers ont subi des pertes massives sur des produits pétroliers associés à Bank of China, après que les contrats à terme sur le pétrole soient brutalement passés en territoire négatif. Ce fut une leçon extrêmement dure. Des produits complexes, indexés sur des marchés mondiaux, peuvent devenir dangereux à une vitesse foudroyante lorsqu'un actif sous-jacent connaît un mouvement violent dans une seule direction. Et généralement, les investisseurs se retrouvent face à des pertes énormes, sans même comprendre ce qui vient de leur arriver. Du point de vue de Pékin, ce genre d'épisode ne crée pas seulement un problème financier, il crée des plaintes en masse, du mécontentement social, un coup porté à la réputation des banques, et une pression politique sur les régulateurs. Alors quand l'or et l'argent sont devenus extrêmement volatiles ces derniers mois, les banques avaient déjà un scénario prêt à l'emploi, restreindre l'accès avant que la spéculation ne se transforme en crise sociale. Et cette logique ne concerne pas uniquement les métaux précieux. Les institutions financières chinoises ont aussi commencé à limiter l'afflux d'argent vers des fonds surchauffés liés à l'intelligence artificielle, après que certains de ces produits aient explosé de plus de 300% en un an seulement. Le schéma est difficile à ne pas remarquer. Dès que l'argent des particuliers se précipite trop agressivement vers des actifs volatiles en pleine ascension, les institutions financières chinoises interviennent pour refroidir le marché. C'est presque un réflexe systémique désormais. Mais dans le cas précis de l'or, il y a un détail crucial. Le métal lui-même n'est jamais mis à l'écart. Ce qui change, c'est uniquement la manière dont les gens ordinaires sont autorisés à trader autour de lui. Les banques chinoises laissent toujours la porte grande ouverte pour ceux qui veulent détenir de l'or sur le long terme. Elles orientent activement leurs clients vers l'or physique, les programmes d'accumulation, les fonds cotés, les produits d'épargne où l'on peut acheter du métal progressivement. Certaines banques ont même réduit leurs commissions sur ce type de produits jusqu'à 2%. La direction politique est donc parfaitement claire. On resserre le trading risqué et on encourage en parallèle une possession plus stable et plus tranquille de l'or. Et c'est ici que la différence entre or physique et or papier prend tout son sens. L'or physique, c'est le métal réel, ou du moins un produit construit autour de la détention réelle sur le long terme. Des lingots, des pièces, des réserves allouées, des programmes d'accumulation. C'est une approche fondamentalement différente. L'or papier, lui, ressemble davantage à un pari financier sur un prix. Des contrats, des produits à livraison différée, des dérivés, des positions à effet de levier, des instruments capables de bouger extrêmement vite, même si l'investisseur n'a jamais tenu le moindre gramme de métal dans ses mains. Et à mon sens, c'est exactement là que se trouve le vrai signal envoyé par Pékin. L'or comme réserve de valeur est acceptable. L'or transformé en casino avec du levier, en revanche, c'est un problème. Cela s'inscrit d'ailleurs parfaitement dans le rapport culturel que la Chine entretient avec l'or. Le pays reste le plus grand consommateur d'or au monde, et les ménages chinois considèrent traditionnellement ce métal comme un moyen de préserver la valeur en période d'incertitude, de monnaie faible et d'instabilité des marchés. Des données récentes ont même révélé l'afflux net de lingots d'or le plus fort en Chine depuis plus de 2 ans. Et pendant ce temps, les prix de l'or à Shanghai se sont récemment négociés en dessous de ceux de Londres, un signal qui indique que la demande locale à court terme s'est refroidie relativement à l'offre disponible. Le marché envoie donc un message contrasté. L'appétit spéculatif s'affaiblit, mais l'offre physique et l'intérêt de long terme, eux, demeurent solides. Mais le signal le plus net, le plus révélateur, ne vient pas des banques commerciales. Il vient de la banque centrale elle-même. Pendant que les banques chinoises restreignent l'accès au trading risqué d'or papier,
La Banque populaire de Chine, elle, continue d'accumuler de l'or physique dans ses réserves, sans discontinuer. En juin, la Banque centrale a prolongé sa série d'achats à 20 mois consécutifs. En un seul mois, elle a ajouté 480 000 onces 3, soit environ 15 tonnes d'or. Résultat, les réserves officielles d'or de la Chine ont atteint 75 millions d'onces 3, soit approximativement 2400 tonnes. Il s'agit déjà de la plus longue série d'achats officiels depuis 2015. Et même après tout cela, l'or ne représente toujours que moins de 10% du portefeuille de réserves chinois. Ce qui signifie, du point de vue de Pékin, que l'espace pour une diversification supplémentaire reste immense. Les réserves de change chinoises s'élevaient à environ 3 400 milliards de dollars fin juin, en baisse d'environ 26 milliards par rapport à mai. La Chine dispose donc toujours d'une base de réserves colossale, mais sa composition devient de plus en plus sensible sur le plan politique. Dans le monde actuel, les réserves ne sont plus seulement une question de rendement. C'est aussi une question d'accès, de risque de sanctions, et la question brûlante de savoir si des actifs peuvent être gelés ou utilisés comme armes lors d'une crise. Et c'est exactement pour cette raison que l'or s'intègre aussi parfaitement dans la stratégie de long terme de la Chine. L'or ne dépend d'aucun système bancaire étranger. Il ne nécessite aucun accès aux bons du Trésor américain, et il ne transite pas par le système SWIFT comme le font d'autres actifs financiers. Il se situe en dehors d'une grande partie de l'appareil politique qui entoure désormais le système du dollar. Le Conseil mondial de l'or a d'ailleurs indiqué que l'incertitude géopolitique, combinée à un possible assouplissement monétaire, pourrait continuer à soutenir les achats des banques centrales. Goldman Sachs, de son côté, maintient sa prévision à 4 900 $ l'once d'ici la fin 2026, estimant que la demande des banques centrales pourrait continuer à soutenir le marché, même après la correction récente. Le prix va évidemment continuer à osciller, mais les banques centrales, elles, perçoivent l'or comme une assurance stratégique. Et la Chine est justement en train de transformer cette stratégie en véritable infrastructure de marché. Et c'est précisément ici que Hong Kong entre en scène, d'une façon qui n'a presque rien reçu de l'attention qu'elle mérite. Hong Kong vient de lancer un régime pilote de compensation centralisé pour l'or. Cela peut sembler technique, presque anodin, mais c'est un mouvement d'une importance considérable, parce que la compensation, c'est la structure silencieuse et invisible sur laquelle repose n'importe quel marché financier sérieux. Les autorités de Pékin et de Hong Kong renforcent simultanément le trading de devises, d'obligations et d'or dans la ville. Hong Kong a relancé les contrats à terme sur l'or libellé en dollars et envisage désormais des contrats à terme sur l'or libellé en yuans. Et à mon avis, c'est exactement ainsi que se construit une véritable puissance financière. Si vous voulez qu'une part plus grande du commerce mondial transite par votre système, il faut offrir aux grands acteurs une plateforme où ils peuvent trader sereinement, effectuer leurs règlements, recevoir leurs livraisons et stocker leurs actifs en toute confiance. Hong Kong a également lancé un programme baptisé Delivery Connect avec la bourse de l'or de Shanghai, destiné à faciliter les règlements transfrontaliers d'or. Autrement dit, le marché intérieur de l'or de Shanghai se connecte désormais directement au système financier offshore de Hong Kong. C'est exactement le pont dont la Chine a besoin si elle veut qu'une part croissante des transactions sur l'or transite par son propre réseau, plutôt que de dépendre aussi fortement de Londres et de New York. Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, a formulé cette ambition avec une clarté frappante. Si l'or est le refuge tranquille du monde, a-t-il déclaré, Hong Kong restera sa baie sûre. Cette phrase résume parfaitement la vision que la ville se donne d'elle-même, devenir un centre régional de réserve pour l'or. Et cette ambition s'accompagne d'investissements concrets dans les infrastructures physiques. Hong Kong veut multiplier par plus de 10 sa capacité totale de stockage d'or pour atteindre 2000 tonnes d'ici 2030. Les autorités prévoient également des incitations fiscales pour le trading et le règlement de l'or. En clair, elles cherchent activement à attirer de véritables flux physiques de métal vers la ville, pas seulement des transactions sur papier. Et cette stratégie autour de l'or est directement liée à une stratégie beaucoup plus vaste autour du yuan lui-même. Le quota du programme Southbound dans le cadre du Bond Connect passe de 500 milliards à 800 milliards de yuan. Pékin a également augmenté la ligne de liquidité en yuan avec la Banque centrale de Hong Kong, la faisant passer de 200 à 500 milliards de yuan. Et le gouverneur de la Banque populaire de Chine a déclaré que la demande mondiale pour le yuan dépasse désormais largement le simple cadre des règlements commerciaux, s'étendant vers l'investissement, le financement, la formation des prix et même les actifs de réserve. La direction est donc parfaitement lisible. Londres et New York
continue de dominer le côté papier du marché de l'or, celui des contrats, des paris, de la spéculation. Mais Shanghai et Hong Kong se structurent progressivement autour de la demande physique. L'accumulation par les banques centrales, les livraisons, le stockage et des règlements de plus en plus effectués en yuan. Et posez-vous maintenant cette question, aussi simple qu'inquiétante. Si les banques centrales continuent d'acheter toujours plus d'or, si ce métal est de plus en plus stocké en Asie, s'il transite par la compensation de Hong Kong, s'il se règle via Shanghai, et si, avec le temps, il finit par être de plus en plus évalué en yuan, alors, combien de contrôle restera-t-il réellement à Londres et à New York sur le marché mondial de l'or? Ce que nous observons ici n'est probablement pas un simple ajustement réglementaire interne. Cela ressemble davantage à la construction méthodique, brique par brique, d'une architecture financière alternative, pensée pour un monde où le dollar pourrait un jour ne plus être la seule valeur refuge incontestée. Un monde où les sanctions, le gel d'actifs et l'arme financière deviennent des risques ordinaires à anticiper, et non des scénarios exceptionnels. Si cette lecture est exacte, alors ce qui se passe actuellement dans les banques chinoises n'est que la partie visible, presque anodine, d'un mouvement stratégique bien plus profond, celui d'une puissance qui prépare patiemment ses propres tuyaux financiers, loin des regards, loin des gros titres, en attendant le moment où ces tuyaux devront prouver leur utilité. Et si ce mouvement se poursuit au rythme actuel, il n'est pas exclu que dans quelques années, la question ne soit plus de savoir si la Chine peut construire un système parallèle autour de l'or et du yuan, mais de savoir à quelle vitesse ce système parallèle commencera à peser sur celui que Londres et New York ont dominé sans partage pendant près d'un siècle. Écrivez en commentaire où, selon vous, cela va mener. Et abonnez-vous, parce qu'à partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Ce que nous venons de voir n'est peut-être que le début visible d'un basculement bien plus large. Un basculement qui touchera un jour, directement ou indirectement, la valeur de votre épargne, la stabilité des monnaies que vous utilisez et l'équilibre même du pouvoir financier mondial. La question n'est plus de savoir si ce basculement aura lieu, la question est de savoir à quelle vitesse et qui sera prêt le jour où il deviendra impossible à ignorer.